Je n'aime pas perdre mon temps. Il y a un temps pour tout. Mon parcours est incroyable. J'ai besoin d'avoir du temps libre. Je crois qu'il y a un temps pour tout. J'aime prendre mon temps. Parce que ça prend du temps que les éducateurs et tout... moi, par exemple, j'ai des difficultés et ça dépend des jeunes. Ça dépend des jeunes. Moi, je dirais que y a des jeunes, ça peut aller vite et des jeunes, ça peut faire très très longtemps. Ah, d'accord. Ok. Oui, c'était très long, mais j'ai fait de l'internat, j'ai fait scolarité interne. Après, quand je suis allé... j'ai commencé le collège Mauguin de 6e. Ah ouais. 6e, 7 pas. Et du coup, pendant à peu près environ 1 an, j'ai fait là-bas. J'ai refait un essai et après, quand j'étais à l'ITEP Arvers, l'ITEP Rive Gauche, et j'ai commencé à faire le collège Francisco Goya. Et là, j'y suis allé 2 ans, jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, on le sent pas des fois. Oui. Vous pouvez nous expliquer ça? Quand par exemple on est un peu stressé et tout, on sait pas comment ça va se passer et tout, par exemple au collège Mauguin, ça s'est mal passé, j'arrivais pas à me concentrer. Ah ouais. Avec les autres, c'était aussi un peu compliqué. D'accord. Oui, on fait des fois des ateliers éducatifs, c'est plutôt aménagé. C'est plutôt aménagé, Oui. D'accord. Et ça sert à quoi, en fait, d'aménager ces ateliers? Pour pas que ça soit trop lourd pour la personne qui fait scolarité et tout. Moi, je pense que les ateliers, c'est pour faire plutôt plaisir et aussi pour aider à continuer la scolarité et tout. Mais pour faire plaisir à qui? Aux jeunes. Ah, d'accord. D'accord. Ça, c'est important de faire plaisir aux jeunes? Faire plaisir aux jeunes, spécialement, moi je dirais oui. Hein. Ouais. Sauf, après, il faut travailler un peu. Hein. Faut pas... Ouais, il y a un temps pour tout. C'est ça. Ouais, voilà. Parce que oui, des fois, on fait des ateliers solo. Genre qu'avec un éduc pour parler de tout ce qui se passe mal. Ah ouais? Oui. C'est quoi ça? C'est quand tu te sens pas bien, Ouais. tu parles à un des éducateurs qui seront présents. Mais à quoi ça sert de parler? Pour vider ce qu'on a dans le corps à peu près. Pour vider ce qu'on a dans le corps. En C'est parlant, ça vide ce qu'on a dans le corps. C'est ça. D'accord. Ah oui. Et ça fait quoi après alors? On se sent mieux. Ok. Et ça vous a aidé dans vos ITEP? C'est plus sur l'ITEP Le Coq. On prenait à chaque moment, les jeudis après-midi, avant le club échec, je faisais des moments là où je parlais ce qui m'est dans la semaine, ce qui me plaisait pas, qui me rendait triste et tout. Il est psychologue et psychanalyste. Il est fondateur en 98, donc cette histoire n'est pas toute récente, donc très précurseur, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Alors, il m'a dit que cette création en 98, effectivement, venait dans un questionnement de dire mais pourquoi on ne s'intéresse pas plus à cette question numérique déjà. Il est l'auteur de nombreux ouvrages. On peut citer en 2021 Réseaux asociaux, découvrez le côté obscur des algorithmes aux éditions Larousse. Ça nous fait un peu peur. Il va nous en parler. Et si les écrans nous soignaient, psychanalyse des jeux vidéo et autres plaisirs digitaux, alors dans la collection Cyberculture que nous a présentée Lisa Douk hier, effectivement. Bref, Michael Stora, puisque c'est de vous dont il s'agit, bienvenue. Vous êtes un clinicien avec une pratique, vous avez l'embarras du choix, à gauche ou à droite, avec une pratique déjà ancienne, pourrait-on dire, sans être offensant, du jeu vidéo, comme outil, comme médiation dans les dispositifs thérapeutiques. Vous allez venir nous conter une histoire, celle d'un dispositif original qui s'appelle l'école des héros, où des jeunes en souffrance et en déscolarisation sont accompagnés via la réalisation de jeux vidéo.
C'est à vous. Merci de votre invitation et je vais en effet évoquer une vieille histoire, disons une vieille, quelque chose qui me tient à cœur depuis peut-être même ma tendre enfance, où, comme certains peut-être ici, j'ai été biberonné à l'image télé. Entre autres, je vivais les premières années de ma vie aux États-Unis avec une maman qui n'allait pas très bien et pour aller mieux, elle regardait la télé. Et comme peut-être souvent les bébés amoureux du regard de leur maman, je regardais cette télé et finalement, au point où carrément, j'ai fait des études de cinéma avant d'être psy. Je voulais peut-être réaliser des films pour elle. Et puis, étrangement, en faisant après de la psychologie, j'ai toujours voulu mieux saisir un peu les enjeux des images d'une manière globale. J'ai animé pendant 10 ans un atelier cinéma à Maison-Blanche en psychiatrie adulte et c'était tout à fait passionnant. Et puis, dans le cadre d'un centre médico-psychologique à Pantin, avec des enfants qui avaient des graves troubles du comportement violent et souvent associés à un échec scolaire, peut-être parce que j'avais lu avec une forme de naïveté pas mal de grands auteurs, Winnicott, Mélanie Klein, sur la psychanalyse des enfants, pour me rendre compte à quel point j'étais déçu. Je m'ennuyais un petit peu, les enfants... finalement, avaient des systèmes de défense tellement rigides que la question de l'imaginaire, du jeu libre, il n'y en avait pas. Alors que, c'était souvent des petits jeux à enjeu dont l'idée était de me gagner. Et puis, je dirais qu'en même temps, alors je ne suis pas né avec les jeux vidéo, mais au fond, j'avais acheté une tour et j'ai voulu découvrir un peu cette nouvelle culture. Allez, disons, ça fait maintenant... pas mal d'années, ça fait plus de 40 ans, et néanmoins, j'ai voulu jouer à un jeu, alors peut-être pas rentrer dans le détail, mais ça s'appelait Deus Ex de Warren Spector, qui m'a mis une claque, comme on dit, où j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose dans cette nouvelle forme de culture qui allait peut-être même bien au-delà, ou de manière très différente du cinéma, entre autres de la télévision, et au point où j'ai ramené à Pantin une console de jeux vidéo, ce qui pour le coup, à l'époque, a provoqué pas mal de résistance, mais mon chef de service m'a fait confiance et il s'est dit, tiens, faisons quelque chose avec ça. Et j'ai donc commencé à soigner par les jeux vidéo, au point où les enfants me l'appelaient le psy qui console. Bon, voilà. Alors que j'étais pas là pour les consoler, mais néanmoins, j'ai utilisé des jeux vidéo incroyables qui étaient pour reprendre un peu cette idée de conte de fées. Des contes de fées interactifs pour des enfants qui n'allaient pas forcément très bien. Et très souvent, au point où je me suis dit, pourquoi avoir peur des jeux vidéo? Pourquoi avoir peur des écrans d'une manière globale? Puisqu'à l'époque, on avait tellement de collègues psychiatres, souvent, mais pas que, qui disaient « Ouh là là, danger écran », hein, puisque comme vous le savez, c'est devenu une sorte de problème de santé publique, puisque maintenant... dans les carnets de santé, il y a marqué « pas de télé avant 3 ans », ce qui est quand même pas n'importe quoi. Mais c'est vrai que je me suis dit, mais faisons des écrans des alliés. N'ayons pas peur et faisons des écrans des alliés, aussi bien d'un point de vue éducatif, pédagogique et aussi thérapeutique. J'ai été, semble-t-il, en France le pionnier dans l'utilisation du jeu vidéo et 20 ans après, entre autres, je sais que j'ai eu l'occasion de former 2 collègues qui ont travaillé en ITEP, où la question de la médiation numérique, la médiation par les jeux vidéo, est devenue une médiation à part entière. Je pars demain à Bruxelles parce que, justement, eux aussi font ça depuis un bon moment et je crois que il y a en effet, dans cet objet-là, quelque chose de tout à fait passionnant. Alors, vu que je ne vois personne, parce que j'allais presque poser la question ici, qui a joué déjà à un jeu vidéo? Est-ce que c'est possible de lever la main? Ouais, quand même, là, ça y est, ça n'a plus rien à voir qu'il y a 20 ans. Voilà, alors, tout en sachant que maintenant, il y a autant d'hommes que de femmes qui jouent aux jeux vidéo, que 35 millions. Maintenant, je ne suis pas là pour parler de l'industrie du jeu vidéo, mais néanmoins, voilà, on se découvre que même des adultes peuvent jouer. Et je pense que lorsqu'on travaille avec des enfants, c'est intéressant et peut-être même essentiel d'avoir ce plaisir de continuer à jouer quoi qu'il arrive. Alors, c'est vrai que, bon,
je dirais qu'en suivant l'évolution un petit peu technologique, puisqu'ici le but n'est pas de parler de la médiation thérapeutique par les jeux vidéo, mais en 95, je crois que c'était assez précis, il y a eu quand même une innovation très impressionnante qui a été le haut débit. C'est-à-dire que le haut débit, tout d'un coup, a entraîné le fait qu'il y ait eu comme ça des nouveaux jeux, des jeux vidéo en ligne, et entre autres un jeu qui s'appelait World of Warcraft. Peut-être que certains ont connu ça, peut-être que nous avons ici des prêtres ombres morts-vivants, ou des elfes de la nuit healers, toutes sortes de personnes. Et c'est vrai que j'ai commencé, peut-être parce que j'étais un petit peu repéré comme le docteur gamer, ou le psy gamer, à recevoir des coups de fil de parents en disant « mon enfant joue trop ». Mais c'était à l'époque un peu plus inquiétant. Mon fils a disparu depuis maintenant 2 semaines et on ne sait pas où il est, pour découvrir qu'il était dans une salle de jeux en réseau où ça faisait 2 semaines qu'il ne faisait plus que jouer. Alors, moi je suis avant tout un clinicien. Ce qui m'intéressait, c'était de saisir, de comprendre ce qu'il y avait chez ces jeunes qui, d'une certaine manière, à un moment, faisait qu'ils avaient un besoin, alors compulsion, usage problématique, addiction. C'est vrai qu'à l'époque, on ne savait pas trop, et j'ai presque envie de vous dire encore maintenant, si on dit addiction aux jeux vidéo en ligne, certains collègues disent « mais non, ça n'existe pas ». Alors, j'ai presque envie de dire, à l'époque, ils ont moi-même fait un DEA sur l'autisme, sur quelle est la cause de l'autisme, c'est plutôt comment on peut les aider. Et c'est plutôt cet angle-là, moi, qui m'a toujours intéressé. Après, on peut faire de la recherche, évidemment, mais néanmoins, c'est plutôt... Alors, quand même, j'ai parlé de garçons parce que la plupart de ces jeunes sont peut-être à 90 ou 95% des garçons. Et c'est assez étrange parce que, et ça rejoint un petit peu ce petit sondage que j'ai fait, parce que, étonnamment, lorsque j'interrogeais des collègues femmes, en disant « est-ce que tu joues aux jeux vidéo ?» Elle me disait « mais pas du tout, c'est une perte de temps ». Et alors je me suis dit « c'est quand même incroyable, pourquoi est-ce que donc les femmes se sentiraient plus coupables de perdre leur temps en jouant aux jeux vidéo que les garçons ?» Pour découvrir peut-être aussi que, au fond, beaucoup de femmes, par identification à leur mère, qui travaillaient toute la journée, rentraient le soir et continuaient à travailler dans les fameuses tâches ménagères. Et peut-être que par identification, il y aurait une culpabilité de beaucoup de femmes à l'idée de perdre leur temps. Et étrangement, peut-être que le jour où je recevrai des filles, ça sera une manière militante féministe de dire « moi aussi, j'ai le droit de perdre mon temps ». Donc peut-être qu'avec ces nouveaux pères qui maintenant font des tâches ménagères, nous allons avoir des filles accros aux jeux vidéo. Bon, quoi qu'il arrive, c'est évident que ce sont des garçons. Et alors ces garçons, pour moi, si on devait les décrire, peut-être que certains vont se dire « oui, tiens, c'est étrange, nous aussi on a reçu ce type de jeunes ». En général, ils ont ce qu'on appelle un haut potentiel intellectuel, qui est un piège terrible. Alors étrangement en France, d'ailleurs, on parle de diagnostic, alors que ce n'est pas une pathologie, mais c'est comme si l'enfant dit précoce serait en soi une pathologie. Mais alors ce qui se passe, c'est qu'il se passe quelque chose d'assez étrange, c'est que lorsqu'on détecte un haut potentiel, les parents parfois vont un moment l'envisager quasiment comme un petit héros en devenir, puisqu'il a des questions assez étonnantes. Parfois, il sait déjà lire et écrire avant l'heure. En primaire, c'est incroyable. Et donc, il y a une sorte de suridéalisation de ces jeunes qui, à un moment ou à un autre, lorsqu'ils rentrent au collège, se rendent compte que non, personne ne les envisage comme des héros, et voire même, la plupart, subissent des situations de harcèlement. Et à un moment, au fond, peut-être qu'à force d'avoir toujours été dans une position de gagnant, mais surtout dans le regard des parents, eh bien, ils s'effondrent. Et ils tombent totalement en dépression. C'est-à-dire que l'échec, mais pas que jouer au jeu, l'échec, d'une manière globale, les effondre totalement. Alors, je pense que d'un point de vue sociétal, c'est peut-être aussi une remarque que l'on peut faire sur notre société qui finalement envisage de plus en plus la vie en termes de perdre ou gagner. C'est-à-dire notre société s'est presque gamifiée. C'est-à-dire que le game l'emporte sur le play, c'est-à-dire le plaisir de jouer. Et c'est un peu ce qui se passe, c'est qu'au fond, lorsqu'il s'effondre,
Ils vont commencer à jouer, alors tout ado aime jouer aux jeux vidéo d'une manière assez globale, mais ils vont jouer tout simplement comme pour remonter sur scène, mais sur une scène virtuelle, auprès d'une communauté d'autres joueurs, pour être reconnus, parce que souvent ils sont très bons, et finalement au point de, petit à petit, se déscolariser. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est totalement dramatique, et je dirais que pour préciser les choses, on ne parle pas d'addiction forcément en termes de temps passé sur le jeu, mais plutôt dans la rupture des liens sociaux, qui vient d'abord souvent au sein de la cellule familiale, le repas du soir, parce qu'évidemment, Kevin, qui est dans sa chambre, est en train de rejoindre une guilde où ils se battent contre des dragons, dans les terres hautes de World of Warcraft, alors que sa mère l'appelle pour manger un steak petit pois. Évidemment que la question de l'idéal fait qu'il y a un choix à faire, et en général, il aimerait par contre que ses parents puissent reconnaître le héros qu'il est dans les jeux vidéo. Alors, je dirais que recevant, et j'imagine que vous aussi ayant reçu ce type de jeunes qui ont trop joué à Fortnite ou à d'autres jeux, l'analyse souvent c'est de penser qu'il faut réguler le temps d'écran. Il y a un enjeu d'autorité, mais souvent l'écran fait écran sur d'autres problématiques parfois beaucoup plus complexes, et entre autres cette pression idéatoire des parents, mais propre à notre société, qui envisagent leur enfant comme une prolongation narcissique de leurs enjeux. Peut-être que certains ici ont lu La promesse de l'aube de Romain Gary. Nous sommes véritablement dans cette histoire-là. Mon fils, tu seras un grand poète, un grand guerrier, je crois que c'est plus le troisième, un grand politique. Il a fait exactement tout ce que sa mère souhaitait, mais comme peut-être vous le savez, dans un de ses derniers livres, Votre ticket n'est plus valable au-delà de cette limite, qui décrivait des graves troubles de l'érection, il s'est suicidé. Ça veut dire qu'au fond, cette question d'être en quelque sorte une sorte d'éternelle érection parentale d'un idéal à jamais atteint, parce que l'idéal, comme vous le savez, nous tyrannise et nous empêche d'accepter l'idée qu'on perd. Et en effet, à l'école, on perd. À l'école, on perd, et très souvent, petit à petit, le niveau chute, et au point où l'estime en soi chute. Vous connaissez très bien cette situation, et peut-être aussi parce que je l'ai connue, et que je me souviens d'un jeune que je recevais à Pantin, à qui j'ai dit avec une forme d'ironie bienveillante « Il paraît que tu es le dernier de ta classe », mais dis pas du tout « Je suis le premier de ma classe en indiscipline ». Qui a envie d'être dernier? Évidemment. C'est terrible. Donc ce qui est vrai, c'est que finalement, comment est-ce que dans les jeux vidéo, eh bien, on va trouver quelque chose que la société ne nous offre plus, entre autres l'école, l'éducation nationale, puisque, étrangement, pour ceux qui ont déjà joué à un jeu vidéo, vous l'avez saisi, c'est en perdant que l'on apprend à gagner. Et ça, c'est rare. C'est-à-dire que finalement, le jeu ne vous juge pas, alors que l'école, elle, vous juge. Peut-être que certains ici jouent à Candy Crush, qui est un des jeux les plus téléchargés, maintenant ça date un peu. On a rarement de valorisation. Là, quand vous finissez un niveau, à l'image même de Mario Kart, vous avez des cotillons, des trompettes qui saluent votre victoire. Rarement, nous avons dans notre vie des cotillons et des trompettes qui valorisent. Donc on n'est pas non plus très très bon dans la valorisation des enfants. Alors, suite à ce constat, c'est quand même une histoire qui date maintenant il y a 15-20 ans, de ces jeunes. Moi, je me suis dit, les parents ont vieilli, donc les parents eux-mêmes ont été gamers dans leur propre enfance. Est-ce qu'ils font des écrans un allié dans la dynamique familiale? Pas toujours, mais c'est ce que je tente de prôner aussi. J'ai eu l'occasion de jouer contre mon fils, qui m'a gagné à Mario Kart. C'est énorme pour lui. D'un point de vue oedipien, c'est génial. Le nouvel complexe d'Oedipe se joue, entre autres, dans ce type de jeu, etc., etc. Donc, il y a cette idée que partager l'écran est une manière aussi de baisser le niveau de convoitise, de transgression, et d'en faire un allié, et surtout d'en parler. Alors, j'ai soigné par les jeux. Ça a été même plus loin, puisqu'à une époque, j'ai travaillé dans une maison des adolescents où j'animais un atelier blog
à l'époque les skyblogs, puisque j'ai dirigé pendant 7 ans la cellule psychologique des skyblogs. C'était passionnant comme nouvelle manière d'envisager le soin. J'avais ouvert une consultation psychologique pour Avatar dans Second Life, où j'ai reçu beaucoup de lapins en dépression. Il y a beaucoup de choses à imaginer, et c'est vrai que, comme vous l'avez saisi, j'aime jouer. Alors, il y a eu un moment où il y a eu une officialisation, maintenant il y a quelques temps, par l'OMS, de l'addiction aux jeux vidéo en ligne. Et là, eh bien, j'ai pris un peu peur parce que, en même temps, c'était intéressant, mais en même temps, ça ne faisait que confirmer que la plupart de ces jeunes, la solution qu'on proposait, c'était une hospitalisation à grand renfort de médicaments, dont la fameuse molécule Abilify. C'est quand même un neuroleptique. Et c'est vrai que, par empathie, je me suis dit, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est pas un peu violent? Est-ce que la solution psychiatrique en soi est nécessaire, à part le fait peut-être de soulager les parents parce qu'ils pètent les plombs à la maison, et en même temps pensant qu'il fallait trouver autre chose. Et c'est la raison pour laquelle, il y a maintenant 2 ans et demi, j'ai imaginé une nouvelle prise en charge qui s'appelle l'École des héros. Est-ce qu'on peut montrer le site, s'il vous plaît? Alors, en gros, l'École des héros repose sur une idée, parce que maintenant il faut pitcher, c'est-à-dire de l'addiction à la création. Je pense qu'on est addict aux jeux vidéo, mais surtout on est déscolarisé, on a abandonné tout processus de plaisir à apprendre, on développe une phobie sociale, parce qu'on est isolé dans sa chambre, on en oublie son corps, on oublie le corps de l'autre, et donc finalement j'ai créé l'École des héros qui fonctionne par des classes de 10 élèves, pourtant, même si nous sommes dans un hôpital de jour. C'est assez atypique comme manière de fonctionner. Alors on va peut-être s'arrêter, voilà, juste là. Merci de vous arrêter ici. Et donc l'idée, ne mettez pas tout de suite le jeu, merci. Donc en gros l'idée c'est que avec un professeur en codage, qui est un animateur que j'ai formé, une graphiste, tous les jours de la semaine, sauf le mercredi, eh bien ils vont réaliser un jeu vidéo. Et réaliser un jeu vidéo avec des outils professionnels, pour ceux qui connaissent Unity, Blender, C++, donc du langage, leur permet tout simplement de réenvisager, d'apprendre en faisant. Et surtout sur un objet qu'ils aiment, mais avec toute la désillusion que ça implique, de réaliser un jeu. Au fond, ça fait maintenant 2 ans que ça existe. Là où j'ai été plutôt flatté et gratifié, c'est que la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, a financé la phase d'expérimentation qui fut un succès, puisque grâce à cela, 70% des jeunes ont repris une scolarité et surtout, ils ont quasiment presque tous arrêté leur traitement. Et puis surtout, ils ont retrouvé une dynamique sociale avec d'autres jeunes assez semblables qui finalement ne les jugeaient pas, puisqu'ils étaient tous à peu près dans la même histoire. Chacun, évidemment, avec leur spécificité. Alors, c'est vrai que nous recevons des jeunes de 15 à 25 qui ont un peu tous cette dimension que certains appellent neuroatypique. Maintenant, alors, il y a toutes sortes de termes comme trouble du spectre autistique, bon, etc. Même si certains jeunes me disent mes parents disent que je suis autiste, ça semble les rassurer. Mais bon, il avait de l'humour, donc je me suis dit, bon, c'est compliqué, je ne percevais pas vraiment cette question-là. Mais en tout cas, c'est vrai que ce sont des jeunes qui ont des compétences parfois hors normes, mais pas que. Et je dirais que la médiation numérique, d'une manière globale, puisque l'ARS est très intéressée par le concept, souhaite aussi qu'on puisse faire de ce projet-là quelque chose qui se ferait donc dans des quartiers plutôt défavorisés. Parce que d'ailleurs, quand j'ai travaillé à Pantin, c'était plutôt avec une population défavorisée où la médiation numérique a très très bien fonctionné. Alors peut-être que, juste pour rendre hommage, le premier jeu qui a été fait par 2 jeunes, si c'est possible de le montrer, alors ça a l'air simple hein, comme ça s'appelle un Crossy Road, c'est un type de jeu, mais je peux vous dire que c'est pas évident.
Bon, en tout cas, voilà, la poule est morte, mais on peut rejouer une deuxième partie. C'est un peu ce qui se passe dans les jeux, même pas mort. Et ça, c'est plutôt assez intéressant aussi. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu atypique, puisque je vais encore plus loin, puisque le mercredi après-midi, nous faisons un atelier Twitch. Peut-être que certains ici connaissent Twitch. C'est une des plus grosses plateformes de streaming, c'est-à-dire le fait de jouer en jeu vidéo en direct. Mais c'était aussi tout à fait intéressant pour moi, c'était de sortir du cadre hospitalier, mais virtuellement. Ça veut dire qu'il y a des abonnés qui viennent, qui sont des gens de tout un chacun. La chaîne s'appelle l'École des héros. Les jeunes jouent, déconnent pas mal plutôt, et finalement, d'une certaine manière, certains disent « mais vous êtes qui ?» etc. Ils disent « voilà, on est en HDJ, et on joue, on aime les jeux vidéo, on est des passionnés », et ça crée un dialogue. Et ça, j'ai toujours pensé que, même si c'est virtuel, c'est très intéressant de sortir de l'espace pour pouvoir imaginer cette question-là. D'ailleurs, ça a été le cas à l'époque où j'avais animé l'atelier blog à la Maison des Adolescents, c'était Marie-Rose Moreau à l'époque, la Cassita. La PHP ne voulait pas me donner Internet. Donc j'ai animé pendant un an un atelier blog sans Internet. C'était sympa. Parce qu'on ne sait jamais, les adolescents peuvent aller sur des sites interdits. Ouais, bon. Néanmoins, il n'y a pas que les adultes. Pas que les ados d'ailleurs, je veux dire. Bon, néanmoins, ce qui est vrai, c'est que c'est important de prendre conscience que c'est un risque, somme toute virtuel, mais j'ai toujours pensé que dans l'idée qu'on y donne du sens, à partir de ce moment-là, mais toute médiation est totalement géniale. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand un de mes premiers jobs, c'était dans un IME, IM Pro, il y avait des ordinateurs, et c'était ce qu'on appellerait, avait une fonction occupationnelle, ce qui est peut-être un des risques que l'on peut avoir lorsque, finalement, il n'y a pas d'accompagnement autour de ces écrans-là, surtout si on propose des jeux en concertation avec les jeunes. Alors, c'est vrai que, comme vous l'avez saisi, c'est assez compliqué parce que pour le moment, nous avons 2 unités, une au Relais Jeunes de Sèvres, l'autre à la Villa des Pages, donc 2 HDJ. Une 3e unité va ouvrir à Lille. J'aurais bien aimé travailler avec le public, mais la PHP n'a pas souhaité, il trouvait ça un peu trop risqué. Donc je travaille avec un groupe hospitalier privé. C'est un peu compliqué parce qu'il s'appelle Orpea. Donc, voilà. Donc parfois, on flirte avec quelque chose qui n'est pas très clair. Là, c'est un autre groupe qui s'appelle Ramsey. Je joue la transparence totale. Mais c'est vrai que, voilà, en tout cas, il y a des demandes, il y en a énormément. Je me suis dit que, évidemment, les ITEP avaient été totalement en lien avec cette question de l'utilisation d'objets, de soins numériques, d'objets. J'imagine que certains ici d'entre vous utilisent déjà des choses. Et comment remettre quelque chose dans la capacité à focaliser l'attention, mais surtout avoir du plaisir. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Ah bon, encore ça va. Mais ce qui est vrai, c'est que, au fond, je dirais que c'est une expérimentation qui est toujours en cours, puisque là, pour cette année, nous utilisons des technologies de pointe que sont le casque de réalité virtuelle sur un jeu qui s'appelle Half-Life Alyx. Et ça va encore plus loin, puisque nous avons fait appel à des artistes numériques, puisque dans un deuxième temps, ils vont jouer. Premier temps, ils jouent. Deuxième temps, ils vont faire des captures in-game, c'est-à-dire capturer des images, que ça soit fixe ou animé, et en faire un montage pour aboutir à ce qu'on appelle des machinimas. Donc les machinimas sont des petits courts-métrages qui font partie de ce qu'on appelle de l'art numérique. Nous proposons aussi à partir de janvier des conférenciers qui vont venir, des philosophes, des artistes, en tout cas pour pouvoir finalement rester en contact avec le monde extérieur. Et la chose encore plus, et ça c'est un énorme travail, et si certains ont des conseils à me donner, c'est qu'en gros, on souhaite que les jeunes puissent être certifiés. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre de temps, il y en a qui sont là depuis 1 an et demi, ils ont développé des compétences en graphisme ou en codage, ils puissent tout simplement être diplômés. Et ce qui ferait que, pour certains qui ne veulent
pas passer le bac, parce que pour eux, c'est vraiment pas important. Comme vous le savez, souvent, ces jeunes veulent donner du sens. C'est quand même un peu aussi quelque chose d'assez nouveau dans notre société. On veut donner du sens à ce qu'on apprend, etc. Et en même temps, de se dire que certains aimeraient, pourquoi pas, travailler dans ce monde qui est le jeu vidéo. Tout en sachant que, par exemple, un des jeunes que nous avons est lui surtout passionné par le codage et il est devenu un contributeur officiel d'une communauté de codeurs qui s'appelle Unity, qui est un moteur de jeux vidéo où il développe des mécaniques de jeu. Et donc, c'est devenu aussi un laboratoire pour eux. Et en même temps, il est en train de passer son bac avec, vous savez, l'association L'école à l'hôpital. Donc, je dirais que l'idée, c'est vraiment de créer un environnement où ils puissent, en utilisant la médiation numérique, pouvoir finalement retrouver, comme vous l'avez saisi, une confiance en eux. Et étonnamment, d'ailleurs, lorsque le jeu est terminé, la jauge d'estime de soi est souvent atteinte. Et le signe pour nous que ça va mieux, c'est qu'ils réinvestissent une scolarité. Nous travaillons en collaboration avec 2 grandes écoles informatiques, dont une qui s'appelle Epitech et l'autre qui s'appelle l'École 42, peut-être que certains connaissent, qui est une école de codeurs créée par Xavier Niel, où il ne faut pas avoir le bac, mais certains ont ces problématiques. Et ça fait déjà, l'année dernière, nous avons eu 2 élèves qui étaient un peu en chute d'estime d'eux-mêmes, en dépression, pour dire les choses, et qui sont venus au programme pour continuer à avancer. Alors, c'est vrai que je soignais par les jeux vidéo, là je soigne par la création de jeux vidéo, et finalement, il y a quelque chose qui pour moi est un aboutissement assez normal. C'est vrai que c'est un peu atypique, peut-être aussi parce que je pense que l'innovation souvent engendre des résistances, mais paradoxalement, plus je suis critiqué et plus ça m'encourage. Et là, je vois que plutôt les gens applaudissent, donc finalement, il n'y a plus rien à prouver. Bon, néanmoins, j'aimerais peut-être vous diffuser, parce que, à nouveau, les images parlent d'elles-mêmes, un petit extrait d'une vidéo qui a été faite par Euronews, donc c'est une chaîne, et qui montre un peu les images de notre première classe. Ce principe se concrétise dans son projet École des héros, qui forme ici de jeunes joueurs inconditionnels au métier de créateurs de jeux vidéo. J'ai pas de rapport avec la technologie, je suis la technologie. Je passe habituellement par jour, allez, pour être gentil, 13-14 heures par jour, 16 au maximum. Je pense pas que je suis dépendant aux jeux vidéo. Je sais pas, je me suis pas fait diagnostiquer. Mais moi, ça me dérange pas en tout cas. Fidi a 16 ans, il a abandonné le lycée l'an dernier. Il présente le syndrome d'Asperger, ce qui altère ses compétences sociales. Ce trouble autistique a représenté un défi pour lui et ses parents pendant des années. Aujourd'hui, il voit la technologie davantage comme une alliée. Dans son état, je vois le jeu vidéo comme un refuge et comme un lieu où il est bien, où il est heureux. Donc c'est plus une consolation qu'un problème de dépendance qu'il faudrait résoudre. On a rétabli les règles avant le Covid. Et du coup, je suis totalement libre. Je me fais juste couper Internet la nuit. C'est une tristesse accablante. Il est trop tôt pour analyser l'ampleur des répercussions de l'isolement social prolongé dû au Covid-19. Mais aussi pour savoir si la cyberdépendance croissante s'arrêtera avec la pandémie et dans quelle mesure elle sera réversible. Pour moi, les écrans ne sont pas un autre monde, mais font partie de la vie réelle. C'est intéressant parce que donc Fidi a quitté l'école des héros et là c'est plutôt super pour lui puisque donc il a finalisé un nouveau jeu qui est très impressionnant, qui est tiré d'un livre dit pour enfants et là il rentre maintenant, il intègre une école de jeux vidéo dite professionnelle. Alors c'est vrai que tous ne veulent pas forcément devenir, je dirais, travailler dans le domaine du jeu vidéo, comme d'autres n'ont pas forcément toujours les compétences pour devenir ce qu'on appelle des pro-gamers.
Mais c'est vrai qu'il faut bien saisir que la médiation numérique, pour moi, elle commence tout simplement lorsqu'on reçoit un enfant ou un ado et lui dire « mais tiens, à quoi tu joues? Qui est ton avatar? Quel est ton avatar? Quelles sont tes pratiques? Qu'est-ce que ça vient dire ?» Et c'est déjà peut-être par là que ça commence. Parfois, on a un peu de mal à décrypter quand il nous parle d'un jeu, mais parfois, au bout d'un moment, à force d'écouter, on se dit « tiens, c'est vrai qu'il y a quelque chose de récurrent, ça nous dit des choses sur lui. » Et c'est évident que je me souviens d'un de mes patients qui m'avait dit, qui était toujours dans l'ombre, très inhibé, qui jouait à un jeu vidéo qui s'appelait L'Entraîneur. Et puis un jour, il me dit victorieux, ça y est, j'ai arrêté l'entraîneur, maintenant je joue à FIFA. C'est-à-dire pour lui, il était enfin sur la pelouse virtuelle. Donc voilà, il y a quelque chose qui vient dire, c'est après, évidemment, toute cette culture, pour moi, est une culture qui est là, qui est présente. Je terminerai par le fait qu'en effet, mon dernier livre s'appelle « Les réseaux asociaux », puisque c'est une critique en règle de l'impact des réseaux sociaux sur nous, mais aussi beaucoup sur la santé mentale des adolescents. Peut-être que vous avez lu certains papiers, puisque maintenant il y a un collectif de psy, de pédopsies, qui avons écrit ouvertement au groupe Meta pour leur dire qu'il fallait que maintenant ils prennent en compte le point de vue sur ce qui est en train de se passer, parce que de manière très implicite, on commence à voir des dommages collatéraux sur l'impact que peuvent avoir certains réseaux sociaux, dont Instagram, etc., sur la question d'être toujours renvoyé au fait de ne jamais être à la hauteur de ce que cette société nous propose. Donc, d'une certaine manière, d'un côté, il y a des écrans dont on peut faire des alliés, et puis il y a d'autres écrans qui sont peut-être plus inquiétants. Voilà, merci. Mettre un peu loin. Alors, il y a beaucoup de questions, notamment des questions qui ont déjà été soulevées hier quand Lise Adouk a parlé de son expérience de la cyberpsychologie et des usages des jeunes. La question de l'isolement. Que dire du fait que le jeune qui joue, qu'on vient de voir 16 heures par jour, il s'isole et qu'il y a donc un risque pour lui, enfin de perte de compétences sociales. Comment vous traitez ça à l'école des héros? L'expérience de l'école des héros se fait en réel. Oui. Donc concrètement, ils sont présents. Ils sont présents. Même si l'expérimentation a commencé en février 2019. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, c'est le début du confinement dur. Ouais. Et donc l'expérimentation s'est faite en distanciel. Mais nous avons utilisé du matériel assez sophistiqué, avec beaucoup de caméras, qui ont permis de donner un peu plus l'impression de présence. Mais néanmoins, il est évident que l'expérimentation ne fonctionne que parce que les jeunes viennent. Mais il faut bien saisir que, bon, la FIDI parle du jouet de 13h, 16h, et puis il est un peu provoque aussi, il aime bien aussi se réintégrer, voilà, d'avoir ce double discours, mais le but n'est pas qu'on arrête de jouer. Certains continuent à jouer, et d'ailleurs, il arrive que des jeunes se retrouvent parfois le soir pour jouer ensemble, hein. Certains ont même créé des guildes dans ce qu'on appelle des jeux massivement multijoueurs. Mais simplement, ils sont présents. Et c'est vrai que lors de la première phase d'expérimentation, cette question du corps était très importante et j'ai fait appel à une prof de yoga spécialisée dans les ados, mais c'était épuisant. Alors, je ne savais pas que le yoga c'était épuisant, mais ça les a épuisés. Donc, on reposait la question de comment travailler cette question de l'évitement du corps, mais il faut bien saisir, parce que j'ai pas pu aller très très loin, mais la plupart de ces jeunes, parfois, ont une forme de très forte inhibition dans le rapport à l'autre sexe aussi. Et donc, il y a un évitement peut-être, en quelque part, de l'émergence du processus adolescent avec les pulsions sexuelles qui vont derrière, d'autant plus que quand même 80% vivent seuls avec maman, et que les foyers monoparentaux font que souvent, il y a une relation incestuelle, disons les choses, cette mère qui fait qu'il y a un évitement et une grande crainte du rapprocher à l'autre. Mais ce qui est vrai, c'est que les socialisations sur les jeux existent. Oui. Elles sont partielles, mais elles existent. C'est-à-dire qu'ils sont en lien avec d'autres jeunes, ils chattent avec d'autres jeunes, il y a des communautés de joueurs, il y a, j'ai presque envie de vous dire, quand on rentre dans le détail, des modes de coopération qui font qu'ils ne sont pas seuls comme dans Fortnite,
dans une sorte de violence fondamentale, seuls contre tous. Ils peuvent être à 2, à 3, en escouade, et donc ils jouent. C'est une nouvelle manière d'envisager le jeu. Et il faut savoir qu'à part le fait que nous recevons certains qui vont mal, mais les grandes études sur la santé mentale des joueurs jeux vidéo montrent qu'ils ont une vie sociale, ils font du sport, ils ont une vie amoureuse. C'est pas forcément. Oui. Mais là, on a vraiment la caricature. Alors, je vois qu'il y a dans le fil de questions beaucoup d'inquiétudes qui remontent. Alors, c'est vrai que les professionnels qui sont dans la salle accueillent des jeunes qui ne vont pas bien. Est-ce que vous pouvez donner quelques indications des précautions qui vous semblent importantes quand on veut mettre en place une médiation avec les jeux vidéo, par exemple? Alors... c'est trop vaste, peut-être. Non, mais... Alors, j'ai participé à un ouvrage collectif qui s'appelle Les médiations numériques à l'adolescence, publié chez... RS. Non, c'est un autre, c'est dirigé par Patrice Huer et Charlotte Constantino, je ne me rappelle plus exactement, où je donne vraiment des conseils. Et c'est pour ça que j'ai posé à un moment la question, c'est-à-dire qu'au fond, si en tant que soignant, éducateur, on a un problème avec le jeu vidéo, il faut mieux éviter. Parce que ça veut dire qu'on n'aime pas l'objet qu'on va utiliser. Je dis ça parce qu'à une époque, j'ai eu en CMP mon médecin directeur qui voulait absolument participer à l'atelier jeux vidéo et où elle s'endormait, ou elle allait vomir. Donc il fallait mieux pas qu'elle participe à l'atelier. Donc c'était pas évident. Bon, néanmoins, première chose. Et puis après, alors j'ai envie de dire, je suis disponible pour faire des formations. Non, mais c'est-à-dire que c'est compliqué d'expliquer en une minute comment, mais c'est-à-dire que évidemment il y a certains, mais j'ai presque envie de dire, il y a pas mal d'ouvrages qui ont été écrits qui donnent des pistes de réflexion. J'en ai écrit quelques-uns, j'ai écrit des articles sur comment on peut soigner par des jeux vidéo, mais c'est vrai que d'une manière globale, première idée, apprécier l'objet. Aimer l'objet, oui. Apprécier l'objet. Poser un cadre et le penser. Pardon ? Poser un cadre et le penser. Vous disiez il peut y avoir des dérives occupationnelles et là on n'est plus du tout dans l'objet. Oui, oui, mais c'est-à-dire que quand moi j'ai fait des ateliers jeux vidéo, il y avait en gros 4 jeunes, on était 3 soignants, et comme le dit Winnicott, le jeu parfois lui-même suffit. C'est-à-dire que moi j'ai utilisé des jeux impressionnants que certains peut-être connaissent ici, Ico, Fable, un que tout le monde connaît, c'est les Sims, qui est un espace impressionnant de projection, etc. Et donc c'est évident qu'il y a dans ces objets-là, pour certains, il y en a d'autres qui sont sortis. Là, je vois, il y a une de mes collègues psychologues qui utilise un nouveau jeu, Take It, je me souviens plus, mais qui évoque... Voilà, donc certains l'utilisent, ou qui met en scène un couple, bon, avec une possibilité de divorce. Donc il y a des créateurs de jeux qui commencent à imaginer des choses tout à fait géniales, qui n'y ont pas pensé. Moi, le premier jeu qui a été pour moi une révélation s'appelle Ico. C'est l'histoire d'un enfant né avec des cornes, et les enfants nés avec des cornes sont enfermés dans une forteresse, dans un caveau pour y mourir, sauf qu'il est hyper actif, et que là, il rencontre une jeune femme, qui est une incarnation d'une mère en dépression, pour dire les choses, sauf que quand on lui prend la main, il ressent son cœur battre dans la manette, donc c'est quand même puissant. C'est un des premiers jeux empathiques. Et je peux vous dire qu'il y a eu des aventures pendant 1 an dans le cadre de l'atelier impressionnants, où chacun avec les jeunes ont pu vivre une aventure dont le terme de médiation était vraiment en accord avec ce que moi j'imagine d'une médiation thérapeutique. Oui, une médiation thérapeutique, ça se construit, ça se prépare, ça se fait dans un cadre... Oui, bien sûr, ça se construit comme toute médiation. Ouais. Une question factuelle sur le fil. Est-ce que l'école des héros est payante ou est-ce que c'est remboursé par la CEPAM? Alors c'est remboursé par la Sécu puisque c'est un HDJ, donc c'est la raison pour laquelle je voulais absolument rentrer dans un cadre hospitalier avec un agrément ARS qui permette, parce qu'il y a des parents qui ont les moyens mais d'autres qui n'en ont pas du tout, et donc c'est évident, donc c'est 100% gratuit. C'est totalement gratuit. Mais il y a encore un peu de frilosité, vous avez l'impression, du côté des structures hospitalières porteuses? Alors, je ne suis pas trop rentré dans les problématiques institutionnelles. C'est peut-être pas l'heure de le faire. Mais c'est compliqué. Parce que, comme vous l'avez saisi, ça repose sur une réflexion, non pas anti-psychiatrique, puisqu'on est en psychiatrie, mais néanmoins, où quelque part, on est dans une approche où finalement... la prise en charge médicamenteuse et les hospitalisations ne vont pas forcément avec ce programme. Et donc certains psychiatres qui peut-être ont un rapport un peu trop inquiété
envisagent l'école des héros comme quelque chose avec lequel ils ne sont pas du tout en accord. Donc c'est pas toujours évident, mais au contraire, certains l'envisagent comme quelque chose. Et là, la Villa des Pages, avec le docteur Simona Albou, la collaboration est parfaite. D'accord. Ouais. Une petite question factuelle et une dernière question moins factuelle. À partir de quel âge on peut travailler avec la médiation jeux vidéo, à votre avis ? Alors, avec la médiation jeux vidéo, ça peut commencer très tôt, à 8 ans, 5 ans, 10 ans. Avec les adultes, j'évite. Parce qu'ils parlent un peu plus, le jeu, pas toujours, mais c'est vrai qu'il est évident que la médiation peut se faire. Et d'ailleurs, dans le cadre de mon CMP, qui était un peu un laboratoire, j'ai travaillé avec des enfants psychotiques, psychose infantile, avec un enfant autiste, puisque j'ai même écrit mon DEA là-dessus, sur l'utilisation d'une technologie qui a été complètement impressionnante, mais d'abord dans une relation humaine très forte qu'il y a eu entre lui et moi. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, tout est envisageable. Tout est envisageable. Mais ce qui est vrai, c'est que je pense qu'il faut éviter d'avoir des jeux dits trop ludo-éducatifs, parce que même si mon approche est psycho-éducative, à l'image des ITEP, néanmoins, les jeux dits ludo-éducatifs ne font que reprendre ce qui se passe à l'école. C'est pas intéressant. Et les enfants adorent mettre en scène l'erreur. Ne n'oublions pas, le jeu est un espace pas du tout politiquement correct. C'est un espace de mise en scène de pulsions les plus violentes et agressives. Et c'est avec ça qu'on bosse. Donc c'est comment les aider à pouvoir... moi, je me souviens qu'avec les Sims, je jouais avec une petite fille qui avait créé sa famille idéale. Elle avait éliminé son frère, donc elle vivait seule avec papa-maman, mais à un moment, elle les a fait plonger dans la piscine et elle a enlevé l'échelle pour les voir mourir. Bon, c'est génial. Donc c'est ça. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est la mise en scène de toutes ces choses un peu incorrectes. Une dernière peut-être question. Lorsqu'on avait échangé, vous aviez évoqué une chose qui m'a beaucoup frappée. Vous aviez parlé finalement d'une sorte... que ça pouvait aussi être une école de la patience. Oui, alors pour reprendre la thématique du temps, il est évident que, à l'inverse d'une partie, par exemple, certains sont des très gros joueurs d'un jeu, peut-être que certains connaissent, qui s'appelle League of Legends, LOL, où les parties durent 20 minutes, où on se refait. Eh bien là, évidemment, je travaille avec l'idée que faire un jeu, c'est long. C'est très long. Ça dure en général minimum 1 an. Donc, au bout d'1 an, un jeu est terminé. Là où c'est très intéressant cette année, c'est qu'on a mis en place des jeux faits en coopération. C'est très nouveau. C'est-à-dire que certains jeunes travaillent ensemble sur le même jeu. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est qu'il y a des jeunes qui étaient déjà là il y a 1 an et demi et qui sont devenus les tuteurs de jeunes qui arrivent. Donc il y a une sorte de tutorat entre guillemets entre eux, en disant voilà, je vais t'aider. C'est pas si simple. Et d'abord c'est très valorisant pour lui, très très valorisant. Et puis surtout, ça crée cette dynamique de groupe nécessaire. Donc l'idée de travailler avec c'est ce que je faisais déjà à Pantin, avec les jeunes qui étaient souvent les plus violents, c'est que je leur donnais des responsabilités. Souvent ça marche. Hein. Oui. Ça marche très très bien parce qu'ils sont remplis d'une mission. Qui s'acceptent. Et vous les inscrivez dans une temporalité qui est longue de fait. Oui, c'est ça, évidemment. Je pense que il ne faut pas avoir peur, entre guillemets, de se dire qu'il y a toujours une nouvelle manière d'envisager le soin. Allez, le mot de la fin, oui. Il y a une dernière question. Quels arguments vous employeriez, comment dit-on, pour convaincre des professionnels qui seraient très fermés à cette idée d'utiliser les jeux vidéo ? Alors moi, je ferai comme avec mes patients, c'est-à-dire que je leur demanderai comment ça se passe à la maison, parce que beaucoup de soignants sont des parents. Oui. Et ils sont parents parfois d'ados ou qui sont excessifs. Donc c'est évident que, d'autant plus dans notre job, on soigne avec ce que l'on est, avec notre histoire. Donc c'est évident que si on n'a pas analysé les sources de la résistance, on va avoir du mal à travailler. Déjà, premier point. Après, je trouve ça très intéressant de jouer soi-même. Et d'ailleurs, beaucoup de mes collègues, pour le coup à nouveau femmes, qui avaient vraiment un mépris, je leur ai dit, je leur ai proposé de jouer à un jeu
qui est incroyablement beau, qui s'appelle Siberia, peut-être que certains connaissent ici, qui est un jeu qui raconte une histoire folle d'une femme héroïne qui n'a rien à voir avec Lara Croft. On n'est pas dans une caricature de la bimbo, donc c'est une autre manière d'envisager le jeu. Vous avez maintenant des jeux vidéo d'auteur impressionnants. Je crois qu'il faut commencer à s'intéresser. J'ai cru saisir que certains ici connaissent la culture du jeu. Vous avez des jeux qui sont très très beaux. Dernièrement, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Flowers, où j'incarne le vent pour ouvrir des fleurs. Et tout ça sans fumer quoi que ce soit. Donc quand même, c'était plutôt bien. Donc vraiment, je dirais qu'il est possible d'imaginer des nouvelles manières d'envisager le soin. Et je dirais que pour ceux qui peut-être ont des craintes, j'ai envie de dire osez jouer. Et osez jouer, pourquoi pas avec vos enfants, au risque de perdre. Merci, Michael Stora. Je n'aime pas perdre mon temps. Oui, il y a un temps pour tout. Mon parcours est incroyable. J'ai besoin d'avoir du temps libre. Je crois qu'il y a un temps pour tout. Là, j'aime prendre mon temps. Moi, au départ, j'avais des grosses difficultés. Mais voilà, quelques années après, ça s'est un peu apaisé. Voilà. D'accord. L'ITEP, ça aide, en fait. Ça aide à canaliser les jeunes qui sont en institution. Et il faut du temps, alors? Oui, il faut du temps, mais au départ, ça peut paraître compliqué, mais quelques années, ça s'améliore un petit peu. Là, j'ai 16 ans, et ça doit faire depuis 14, je crois 13 ans, je suis en institution. Moi, en fait, j'ai des troubles de concentration, en fait, depuis mon plus jeune âge. Et en fait, on m'a réduit la classe parce qu'on voyait que la concentration, en fait, après, je l'ai plus. En fait, l'ITEP, maintenant, ça s'est amélioré parce qu'avant, on n'avait pas de groupe prépa pro, mais maintenant, en fait, on a un groupe de prépa pro. Et donc, moi, maintenant, je suis dans le groupe de prépa pro depuis 2 ans, quasiment. Depuis 2021-2022, pardon. Et donc là, on fait des chantiers pour après avoir peut-être des stages. C'est quoi qui était le plus long pour vous? C'était à l'école. Quand j'étais à l'école normale, c'était vraiment plus long que j'ai fait. Ah, quand vous dites école normale, c'est quoi? Quand j'étais à l'école maternelle, quand j'étais petit. Ah ouais, vous avez des souvenirs de ça? Oui. Je parlais pas, j'étais pas trop concentré dans le travail. Ouais. Donc, et ça vous a paru long? Ouais. Et vous avez toujours ça en mémoire? Oui, un peu. D'accord. Non, au début, franchement, quand je suis arrivé, ouais, c'était un peu long. Je me suis dit, une année, comme c'était long. Puis après, je m'habituais. 2 années, ça allait un peu bien. 3e année, ça allait vite. Et après, très, 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 très vite. Il faut s'habituer alors. Ouais, c'est ça. C'est une question d'habituation. Et comment on fait pour s'habituer? On fait connaissance avec des jeunes qu'on connaît pas. Bien sûr, parce qu'il y a d'autres jeunes aussi, hein. Je suis pas le seul. Hein. Oui. Dans l'ITEP, on est au moins 60 personnes. Mais je suis arrivé en fait à l'ITEP. Alors, ma première scolarisation quand je suis arrivé à l'ITEP, c'était en 2014. Au mois de septembre 2014. Ah ouais? Oui. Ça fait très longtemps. Ben, ça fait 8 ans. Plus avec les patins, ça doit faire 10, 11 ans, ouais. Voilà. Vous vous en rendez compte? Ah oui, je m'en rends très compte. 8 ans, c'est beaucoup. Et est-ce que tout ce temps en fait qu'on se fait des amis? Oui. Je fais des amis. Des potes. Voilà. Et après, d'ailleurs, quand j'étais d'ailleurs à l'ITEP aussi, j'ai fait de l'hôpital de jour. Donc Kéchac, donc à Blanquefort. Et moi, par exemple, en fait, c'était pas mes premières années quand je suis arrivé à l'ITEP, quand j'étais à l'hôpital de jour, c'était au fil des années. D'accord. Ils ont vu l'éducatrice que j'avais besoin d'aller dans un truc hôpital de jour, encore une fois. Et c'était à Kéchac. Ok. En 2016, je suis rentré d'ailleurs. Est-ce que ça vous a aidé? Oui, je suis resté 3 ans là-bas et maintenant j'ai arrêté. D'accord, parce que ça allait mieux. Oui. Bon.